Installation des intervenants sur le plateau. 25. Bonsoir. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir dans cet auditorium de la Banque de France que je pense certains d'entre vous découvrent. Nous avons ce soir un public pluriel puisque cette remise du prix du meilleur jeune économiste est organisée par Le Monde. Jérôme Fenoglio en est le directeur, par le Cercle des économistes, présidé par Jean-Hervé Lorenzi. Et je crois qu'André Cartapanis a présidé le jury. Donc je vais tout de suite leur passer le micro. Je vous dis un tout petit mot du lieu où vous vous trouvez. Pour ceux qui le découvrent, vous avez vu ce grand hall que vous avez traversé. C'était jusqu'en 2004 le grand hall des guichets et des caisses de la Banque de France. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu dans son état antérieur. Nous n'avons plus de clients particuliers depuis 2004. Et donc ce lieu est l'image d'une Banque de France qui se transforme, qui innove et qui s'ouvre sur l'extérieur et le monde de la recherche. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à ce titre ce soir. Et alors ensuite, pour que nous tenions le rythme, je crois que c'est Jean-Hervé Lorenzi qui prend le micro. Merci François. Alors, d'abord, c'est très émouvant d'être ici. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour les délais de paiement. Et on a fait d'énormes progrès en délais de paiement en France, donc je trouve que c'était le signe du progrès, de l'évolution. Peut-être juste, d'abord, quelques remerciements, parce que tu ne seras plus là quand on clôturera cette séance. Et je voudrais dire plusieurs choses très importantes, parce que ce prix le doit d'exister à toute une série de personnes. D'abord à toi, François, de nous accueillir ici, dans ce lieu, et de remettre le prix. Nous sommes très honorés, puis tu es un économiste. Je me demande, oui, les gouverneurs ont toujours été des économistes. Bon. Donc c'est bien, c'est quand même... Tu es particulièrement économiste, voilà. Deuxième sujet, je voudrais remercier aussi Marc-Olivier, qui est un compagnon de route très agréable, très sympathique, Marc-Olivier Strauss-Kahn, et qui nous aide dans beaucoup de choses, y compris pour les rencontres d'Aix. Et puis, ce prix n'existerait pas si nous n'avions pas travaillé avec Le Monde. Le Monde, c'est Jérôme, et vraiment un grand merci. Mais c'est, j'allais dire, un jury très exigeant, très important, qui sait nuancer, doser, resocialiser le prix, lui donner un caractère parfois un peu moins académique, et c'est évidemment Philippe Escande et Antoine Reverchon. Et puis, on a un jury. Gérer les 30 membres du cercle, c'est un plaisir de la vie, mais qui a quelques difficultés. André l'a fait avec beaucoup de talent, aidé en cela par Alexandra Le Tourneur, qui finalement fait qu'on puisse se retrouver ce soir. Je voudrais juste faire une observation sur ce prix. Ce prix en est à sa 18e, je crois, oui, c'est la 18e édition. Quand vous regardez la liste des gens qui ont eu le prix ou qui ont été nominés, vous apercevez que beaucoup d'économistes talentueux dans le pays ont eu cette distinction. Et en réalité, ça tend à prouver deux choses. C'est que d'abord, il y a des formidables économistes en France. Et deuxièmement, que le cercle des économistes est particulièrement malin. Je me demande qu'est-ce qui est le plus important des deux, mais j'ai tendance à penser que c'est le second point. En réalité, ce prix, on l'a imaginé comme étant un prix pas exclusivement académique. Parce qu'au fond, on est quand même une discipline qui mérite d'être appliquée. Vous vous souvenez toujours que l'économie, c'est soit de la science économique, soit de l'économie politique. Moi, j'ai un regard plein de tendresse pour l'économie politique, l'idée que nos réflexions, nos idées, nos propositions peuvent être utiles. Je dois avouer, je ne peux pas m'empêcher de le dire, que cette année, ce cercle des économistes a été particulièrement actif dans la proposition. Nous sommes nombreux depuis des années à intervenir, mais cette année, ça a été beaucoup plus important, puisque l'un d'entre nous, il prend un air très modeste, il baisse les yeux, mais c'est Jean Pisani-Ferry, a fait le programme de l'homme qui allait devenir président de la République. Donc, je dois dire qu'on est très conscient de l'idée que l'économie, ça sert.
et je voudrais le rappeler à mes jeunes collègues, l'économie, ce n'est pas une discipline abstraite, c'est une discipline qui a pour objectif de faire progresser, de donner plus de prospérité à la société, en reprenant les termes que nous allons utiliser pour les rencontres d'Aix. Alors, mes chers jeunes collègues, et je n'ose évidemment pas dévoiler ni le prix ni les nominés, même si une édition du Monde un peu pirate l'a déjà nommé, mais je voudrais juste vous dire une chose, c'est que jamais les économistes en France n'ont eu autant de travail. Vous avez du boulot. Nous avons tous du boulot. Il y a 4 sujets qu'il faut qu'on arrive à régler. Dans les propositions qui sont faites, et évidemment je regarde avec tendresse et un peu de peur Jean Pisani en me disant est-ce que je suis bien dans la ligne correcte, mais il y a une chose qui m'a... c'était pas évident. Non, il y a 4 sujets clés, 4 sujets, il y en a un, tu vas voir, qui va te toucher tout particulièrement, François. Le premier sujet, c'est ce qu'il y a de plus original dans ce programme. Enfin, il y a beaucoup de choses originales, mais c'est cette idée qu'il y a une protection sociale qui est adaptée à l'idée d'une trajectoire macroéconomique qui est assez largement fondée sur la technologie et l'entrepreneuriat. Cette idée d'étendre l'assurance chômage, par exemple, mais la protection sociale, de la rendre, j'allais dire, universelle, c'est une idée qui est très moderne, très nouvelle, et faut-il encore maintenant qu'on travaille pour bien montrer les modalités, les conditions et les effets. Donc, premier sujet sur lequel il faut que vous travailliez, peut-être dès ce soir. Deuxième sujet, il ne vous a pas échappé aussi que le débat sur la fiscalité des revenus de l'épargne a été très important. Est-ce que ça a un impact sur l'investissement? Est-ce que ça va vraiment favoriser le développement? J'en suis convaincu, mais là aussi, le choix a été fait de 30% d'une version forfaitaire. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'il fallait prendre 29 ou 31? Voilà un sujet majeur pour les économistes d'application. Et en fait, ça recouvre pas mal de choses que vous faites. Troisième sujet, me semble-t-il très important, là il est lancé dès aujourd'hui, c'est le marché du travail. Jusqu'où ce qu'on appelle la libéralisation du marché du travail, qui est un mot un peu agressif, mais le fait qu'on fasse évoluer le fonctionnement, le rôle des acteurs, l'importance qu'on peut donner au fond à l'acceptation, au refus de tel ou tel emploi, tout ça est déterminant. Vous savez qu'on sort très souvent des choses qui sont un peu rapides, on est habitué à des formules toutes faites. Il suffirait de réduire la durée de ceci pour cela, pour qu'on voit le chômage diminuer. Tout ça est souvent très, j'allais dire, peu rigoureux. Et vous allez, mes chers amis, être au cœur de l'intelligence, de la prospective et de la rigueur. Et puis le 4e sujet, je te le réservais pour toi, mon cher François, parce que c'est aussi la Banque de France, c'est tous les travaux de la Banque de France. Au fond, dans la zone euro que tu animes avec d'autres, mais avec beaucoup de talent, comment est-ce qu'on peut essayer de faire converger plus rapidement les économies? C'est quand même le sujet clé. C'est comment est-ce qu'on donne l'espoir? C'est l'idée qu'il y ait une sorte d'unification progressive de cette zone, qu'on la fasse fonctionner. Tout ça, ce sont des sujets que vous avez traités, mais je voulais vous dire qu'au fond, on a eu beaucoup d'éditions de ce prix. C'était toujours des primés qui étaient formidables, mais jamais la question économique ne fut autant présente dans la discussion actuelle, et surtout la question ouverte et les propositions novatrices. Voilà. Donc, je trouve que c'est super. Nous sommes une discipline vivante et une discipline qui a vocation à être utilisée et appliquée. Mais c'est ce que vous faites déjà, et je me réjouis au nom de mes camarades et amis du CELS économiste que vous ayez été choisi, mais ça c'est évident. Mais deuxième aspect, que vous ayez cette ambition que l'on devine dans vos travaux, celle de permettre au monde de prospérer. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Je tiens d'abord évidemment à remercier Monsieur le gouverneur, François Villeroy de Galhou, pour son accueil. Évidemment, parler ici dans l'ancienne salle donc des guichets, c'est ça? Ça rend les choses nettement plus concrètes pour nous tous, pour parler d'économie. Donc ça, c'est vraiment merci beaucoup pour cet accueil dans cet endroit somptueux. Je tiens évidemment tout de suite à remercier Jean-Hervé. Ça fait quand même maintenant... moi, je comptais 17, mais non, c'est 18 en fait. On est la 18e année, donc ça fait 18 ans maintenant
qu'on s'aime, qu'on ne se quitte pas, qu'on a co-créé Esprit, et donc il puise très loin dans l'histoire du monde, à une époque très ancienne. Ça veut dire qu'il a traversé de nombreuses époques du monde, de nombreux directeurs sont venus ici, très certainement, devant vous, et ça, j'en suis très fier. On a rajouté récemment à cette histoire d'amour entre le monde et une certaine façon de raconter l'économie, un cahier économie, depuis 3 ans. Et je trouve qu'il est vraiment le prolongement de cette relation qui s'est tissée avec le prix, avec le cercle des économistes. Je veux dire que l'économie, pour nous, c'est pas simplement une théorie unique qui doit éliminer toutes les autres. C'est pas juste une massue pour éliminer toutes les alternatives, tout ce qui pourrait être un petit peu différent. C'est vraiment cette science économique aujourd'hui, à mon avis, quelque chose qui peut aider à dialoguer, à réfléchir, à échanger des arguments. On sort d'une campagne où on a pu tous être un petit peu frustrés là-dessus, notamment sur la matière économique, sur la manière aujourd'hui dont les arguments ne se rencontrent pas, dont ils s'évitent ou alors se percutent, dont on semble avoir de plus en plus de mal à établir des faits communs qui peuvent arriver à des compromis. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à la participation du monde à ce prix, parce que je trouve que c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu qui ressemble à ce que nous essayons de faire de l'économie en Journal Le Monde et notamment dans ce cahier Inco. C'est quelque chose qui ressemble à ce que vous faites au Cercle des économistes depuis des années, en essayant de faire dialoguer toutes les écoles, toutes les chapelles, en essayant d'en faire quelque chose de très vivant. C'est évidemment quelque chose qui est reflété par le palmarès. Depuis des années, on a vu là encore à peu près des chercheurs de toutes les disciplines être récompensés par ce prix, et ça se verra encore. Alors je ne vais pas dévoiler ce que vous avez lu aujourd'hui dans Le Monde, mais forcément, comme il est daté de demain, vous avez fait semblant de l'oublier déjà pour ce soir, et vous le redécouvrirez dans le journal de demain matin, daté de demain matin. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit aussi à travers le lauréat et les nominés de cette année. Donc c'est quelque chose qui nous ressemble et que je suis absolument fier de partager avec vous ce soir. Très bonne soirée. Merci. Bien, alors moi j'ai 5 minutes pour dresser en quelque sorte le bilan du fonctionnement de ce jury 2017. Un propos liminaire pour indiquer que nous sommes toujours dans un contexte de chômage de masse et de croissance molle, malgré un rebond qui est plutôt positif. Et dans ce contexte, beaucoup contestent la légitimité des économistes. Ces économistes consacreraient beaucoup de leur temps à des efforts de modélisation, se réfugieraient dans l'abstraction théorique et, ce faisant, s'éloigneraient d'un certain nombre de problèmes fondamentaux qui ont été rappelés à l'instant par Jean Hervé. Les économistes seraient également décriés parce qu'ils ont souvent des oppositions, parce qu'ils expriment des points de vue très différents. Et beaucoup y voient des querelles byzantines plutôt que simplement des confrontations du point de vue des thèses qui peuvent prévaloir. Je pense que ce jugement d'illégitimité des économistes n'est guère recevable en ces termes, pour au moins 2 raisons. D'abord parce que toute démarche scientifique exige qu'il y ait une réduction de la réalité à des modèles qui évidemment sont relativement schématiques, même s'ils vont au fond d'un aspect qui est abordé. Et deuxièmement, parce que les progrès de la connaissance supposent qu'il y ait confrontation. Et de ce point de vue, il faut qu'il y ait concurrence entre les idées. Et sur ce plan, il n'y a pas de hiérarchie formelle, il n'y a pas d'argument d'autorité, il y a des confrontations d'idées, des confrontations de points de vue. En même temps, plus pertinente peut-être à propos de ce qu'est aujourd'hui la profession, se pose la question de savoir s'ils se posent les bonnes questions, les économistes. Et de ce point de vue, il me semble que la lunette d'observation que nous donne ce jury alimente plutôt un point de vue très optimiste vis-à-vis de cette interrogation quant à ce que sont les préoccupations des économistes. Un mot sur ce qu'ont été les candidats. Nous avons eu cette année 42 candidatures, contre 45 l'an dernier et 41 en 2015. Nous avons à peu près une quarantaine
d'économistes qui se présentent tous les ans. Nous avions cette année 11 nouveaux candidats qui n'avaient pas été candidats dans le passé. Seulement 8 femmes, mais il y a une progression qui restera évidemment à conforter. Ce qui est intéressant, c'est que les travaux des candidats donnent une image de ce que sont les préoccupations de la recherche. Et de ce point de vue, vous allez constater qu'on est loin des mondes virtuels que trop souvent on leur reproche d'aborder. D'abord du côté des lauréats, cela va être présenté de façon plus complète tout de suite, mais quand même, 2 mots, la question du design des systèmes de retraite, l'articulation entre les systèmes sociaux ou fiscaux et puis l'offre de travail ou les niveaux de revenus, également l'analyse des préférences morales dans les interrelations avec les stratégies coopératives pouvant être menées par les acteurs, en matière de commerce international, les questions d'hétérogénéité et d'accès asymétrique à ce que sont les réseaux d'information, et puis aussi au croisement du commerce international et de la macroéconomie ouverte, la question des effets de la distribution statistique de la taille des firmes sur le cycle, autant d'éléments qui sont très proches de ce que sont aujourd'hui les préoccupations. Ça concerne les lauréats. Mais également du côté des autres candidats, eh bien, on note qu'il y a bien sûr toujours des préoccupations relativement traditionnelles autour de la microéconomie du marché du travail, autour des questions de politique macroéconomique en économie ouverte, autour des imperfections de la finance. Mais j'ai été frappé pour ma part par le nombre de thématiques très en prise finalement avec les préoccupations des politiques aujourd'hui. Quelques exemples. Le poids des discriminations par genre, par appartenance sociale ou religieuse dans l'accès au premier emploi. L'efficacité souvent insuffisante des politiques de retour à l'emploi. La question des inégalités d'accès à l'éducation et les effets pervers de la carte scolaire. Ou encore l'hétérogénéité spatiale et les disparités géographiques s'agissant de la localisation des chômeurs ou bien de la localisation des migrants. Autant de thématiques qui ont été abordées par nombre de candidats, même s'ils n'ont pas été cette année parmi notre palmarès. Je voulais mettre en avant cette dimension. Également sous l'angle méthodologique, on observe qu'à côté de démarches qui restent quand même relativement théoriques, se multiplient des va-et-vient avec des démarches plus empiriques et également une ouverture vers d'autres sciences sociales, en particulier vers la psychologie comportementale, vers la psychologie expérimentale. Autant d'éléments donc qui rendent compte d'une certaine floraison du point de vue des approches parmi les jeunes économistes français. J'ajoute quand même, de façon peut-être un peu plus négative, que peu nombreux au total, pas parmi les lauréats de ce soir, peu nombreux sont ceux qui participent très activement au débat public. Et c'est vrai qu'on peut le regretter, puisque telle est l'ambition de ce prix, que de sélectionner les meilleurs, à la fois du point de vue de leur lisibilité académique au plan international, mais également du point de vue de leur contribution au débat public. En tout cas, je pense que par rapport à ce qu'ont été les palmarès dans le passé, eh bien, la QV 2017 ne déroge pas à ce double principe de légitimité scientifique et de contribution au débat public. Alors j'en viens à ce qui est le cœur de notre rencontre de ce soir et au grand plaisir que j'ai à remettre donc aujourd'hui le prix du meilleur jeune économiste. Je vais encore laisser ce faux suspense quelques instants. Je m'excuse par avance auprès de vous parce que mon agenda est un tout petit peu compliqué ce soir, donc je ne pourrai pas rester jusqu'au bout, mais je voudrais vous dire 2 messages simples. Le premier, très brièvement, il est, si j'ose dire, de nous, Banque de France, vers vous, économistes. Pour vous dire une conviction et une réalité, les travaux de recherche, et notamment d'évaluation des politiques économiques, constituent des éléments d'analyse au cœur de notre métier de banquier central. Nos décisions de politique monétaire, nos recommandations de politique économique ne pourraient pas exister, ne pourraient pas être légitimes sans le substrat qu'est notre discussion avec le monde académique.
Et ces dernières années, la Banque de France a renforcé beaucoup ses équipes d'experts. Elle a accru sa diversité de manière significative en attirant des chercheurs venus de toute l'Europe et des principales écoles d'économie du monde entier. Alors, vous connaissez le classement REPEC, qui est reconnu internationalement. En 2017, la Banque de France se situe au 3e rang de l'eurosystème pour sa recherche, après la BCE et la Banque d'Italie, qui a traditionnellement un nombre de chercheurs encore plus élevé que nous, mais nettement devant la Bundesbank. La Banque de France se situe aussi dans le top 1% mondial. Nous avons établi des partenariats avec les principaux centres de recherche français. J'ai vu avec plaisir un certain nombre de visages qui les incarnent dans la salle. PSE, la Paris School of Economics, TSE, la Toulouse School of Economics, Sciences Po, la FERDI, la chaire ACPR que nous développons notamment avec HEC. Et nous avons noué de nombreux contacts avec le monde académique français et international. Je relève au passage un point que Jean-Hervé Lorenzi a souligné, qui n'est pas toujours très connu du grand public, mais je crois qu'un des atouts de la France, une des forces de la France, c'est d'avoir une communauté d'économistes français qui est parmi la plus nombreuse et la plus active du monde. Ces économistes français ne sont pas toujours en France, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir pour partie, essayer d'en réattirer un certain nombre pour d'autres, mais notre manifestation de ce soir marque la richesse de cette communauté d'économistes français. Alors j'en viens, puisque je crois que c'est à moi de dévoiler officiellement le difficile travail du jury. Vous êtes 4 devant moi, et donc il y a, comme il se sied, 3 nominés, et puis finalement un titulaire du prix. Je salue d'abord les 3 nominés, et André Cartampanis a fait une allusion à leurs travaux. Nicolas Baumard, qui est chargé de recherche au CNRS, et qui travaille notamment sur l'origine des préférences morales. Vous êtes l'auteur d'un livre dont le seul titre met en appétit, je vous le disais tout à l'heure, Une histoire naturelle du bien et du mal. Thomas Chanet, qui est professeur à Sciences Po Paris et auparavant à l'Université de Chicago et à la TSE, et vous travaillez notamment sur le commerce international et les décisions d'investissement des entreprises. Isabelle Méjean, vous êtes professeur associé à Polytechnique, ayant aussi travaillé sur le commerce international, mais également sur le lien entre données microéconomiques et fluctuations macroéconomiques. Pour Thomas Chanet et Isabelle Méjean, je dois dire que vous êtes souvent associés aux travaux de la Banque de France et que nous nous en réjouissons. Il reste celui qui a gagné le prix, Antoine Bozio, et là j'en viens à mon deuxième message, si vous voulez bien, et il est plutôt de vous vers nous, et j'y insisterai plus longuement, parce que vous avez fait le chemin symétrique du nôtre, le chemin qui amène de la recherche vers le policy-making et l'éclairage des politiques publiques. C'était l'appel final d'André Cartapanis, et je crois que vous l'avez très bien illustré par votre parcours. Car en effet, vous vous distinguez par votre volonté constante de mettre l'excellence de la recherche scientifique au profit de l'évaluation des politiques publiques et de la prise de décision. Alors, vous avez 39 ans, si je suis bien informé, ce qui est, puisque le critère de la jeunesse économique, nous le savons tous, vous laissait encore 1 an pour obtenir le prix, donc je tiens à saluer cette optimisation de la trajectoire. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure en 2004 et vous avez obtenu votre doctorat en sciences économiques à l'École des hautes études en 2006. Votre thèse portait déjà sur la réforme des retraites. Ensuite, vous avez été à l'Institute for Fiscal Studies à Londres, où vous avez passé près de 5 ans, et vous revenez en France en 2011, que je salue avec plaisir, pour fonder l'Institut des politiques publiques, l'IPP, qui est l'équivalent français de cette institution anglaise à renommée mondiale. Et donc, depuis 2011, Antoine Bozio dirige l'Institut des politiques publiques, qui produit des analyses et des évolutions quantitatives des politiques publiques en s'appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche économique. Vous avez été, et ce n'est pas le moindre de vos titres, j'espère, consultant à la Banque de France aussi de 2012 à 2015 à la direction des études microéconomiques et structurelles.
où vous avez participé avec nos économistes à un programme de recherche qui est toujours en cours pour évaluer l'impact des politiques de soutien public à la recherche et développement et à l'innovation. Ceci vise notamment le crédit d'impôt recherche ou les aides à l'innovation de BPI France. Mais sur le plan scientifique, et on en parlait tout à l'heure, je crois que le cœur de vos travaux porte sur les retraites. Vous les avez initiés pendant votre thèse et vous avez apporté une contribution décisive à l'évaluation empirique des réformes mises en place en France. Et nous savons qu'il y en a eu beaucoup, avec un certain gradualisme. Vos travaux ont fait l'objet à ce titre de plusieurs distinctions, le prix de thèse de l'Association française de sciences économiques et le prix de thèse de l'Observatoire des retraites. Et les recommandations qui découlent de vos recherches sont largement reprises par les instances publiques, notamment France Stratégie, dirigée jusqu'à une période récente par Jean Pisani-Ferry, déjà salué, et le Conseil d'orientation des retraites. Et on dit même que vos travaux ont inspiré le projet de compte notionnel envisagé par le nouveau président de la République. Donc là, vous entrez dans la zone du prestige et du danger, si je peux me permettre. Cette remarque est off pour les journalistes présents. Vos travaux de recherche permettent plus généralement de mieux appréhender les réactions comportementales des individus et des ménages et, en conséquence, de leurs implications pour la mise en œuvre des politiques publiques. Et je dois le dire comme décideur public, passé et présent, c'est effectivement un champ que nous sous-estimons toujours sur ces réactions comportementales. C'est très heureux que vous nous permettiez de les éclairer. Alors, pour prendre un exemple, et il y était fait allusion tout à l'heure, vos recherches sur l'offre de travail, qui ont été conduites notamment avec Richard Blundell et Guy Laroque, vous avez essayé d'éclairer le calcul d'élasticité de l'offre de travail aux revenus après impôt, selon des caractéristiques fines de la composition démographique. Vos travaux permettent ainsi de mieux prévoir l'impact micro- et macroéconomique des réformes fiscales. Là aussi, c'est extrêmement difficile, mais formidablement utile. C'est un ancien directeur général des impôts qui vous parle. Vos travaux ont de fait un retentissement international, comme en témoignent vos nombreuses publications académiques dans les revues internationales à comité de lecture les plus sélectives au monde. J'insiste aussi, et j'y suis très sensible, à votre engagement sur le plan presque éthique, si j'ose dire. Antoine Bozieux a beaucoup œuvré pour que chaque réforme fasse l'objet d'une évaluation externe indépendante et que seule la rigueur scientifique guide les analyses, en tout cas essentiellement la rigueur scientifique. Et sur le plan pratique, vous vous êtes beaucoup impliqué pour démocratiser et sécuriser l'accès des chercheurs aux données nécessaires à l'évaluation, en interaction avec le comité du secret du CNIS et avec le centre d'accès sécurisé à distance de l'INSEE. J'en profite pour dire que nous-mêmes, à la Banque de France, nous avions une tradition de sérieux sur nos données presque excessif. Nous avons, comme vous le savez, depuis la fin de l'année dernière, une politique d'open data room et d'ouverture large de nos données aux chercheurs. Sur le plan de l'aide à la décision en matière de politique économique, enfin, vous travaillez à ce que la diffusion publique des travaux scientifiques soit prise en compte dans le débat public et qu'elle contribue à une amélioration des politiques publiques mises en œuvre. Dans cette période où nous sommes, cette période où plus que jamais un agenda ambitieux de réforme est nécessaire, car la croissance potentielle française, notre rythme de croissance naturelle est trop bas aujourd'hui, plafonnant autour de 1,2%. La Banque de France ne peut que soutenir pleinement la démarche qui est la vôtre. Vous nous dites, au fond, quelques convictions simples et d'une grande actualité pour notre pays aujourd'hui. Que non seulement les réformes sont nécessaires, et je crois que nous en sommes tous convaincus ici, mais que les réformes peuvent être pensées, que les réformes peuvent être évaluées, et qu'alors les réformes peuvent réussir. Pour toutes ces raisons, je suis extrêmement heureux de vous remettre le prix du meilleur jeune économiste aujourd'hui, et je vous invite à nous rejoindre.
colistier. Où est-ce que vous voulez qu'on se mette? Ça mérite une nouvelle salle. Mais les travaux sont tellement bons que ça mérite une deuxième. Bonsoir à tous. Donc, d'abord, merci beaucoup au Cercle, merci beaucoup au Monde, et merci beaucoup au jury d'avoir honoré aujourd'hui mes travaux. Je suis très touché par cet honneur, d'autant plus que lorsqu'on voit la liste des récipiendaires précédents, des lauréats précédents, on est plus qu'impressionné par l'énorme qualité des chercheurs qui, pour moi, j'ai énormément de respect pour tous leurs travaux. Et donc, le fait de se retrouver parmi cette liste, c'est quelque chose de très impressionnant et je suis très touché par cet honneur. J'aimerais continuer les remerciements pour souligner le fait que, d'une certaine façon, j'ai bénéficié d'un enfant très chéri de la République. J'ai bénéficié de tout ce qu'on peut bénéficier en France. J'étais à l'école normale supérieure. J'ai été encadré par Daniel Cohen, puis Thomas Piketty. Je suis parti aux États-Unis, à Harvard. J'ai beaucoup de gratitude finalement sur l'ensemble de ces institutions et tous ceux qui m'ont aidé d'une certaine façon comme un chercheur empiriste lorsqu'on contrôle par tous ces effets positifs de tous ces soutiens depuis très tôt. J'ai l'impression que ce qui reste de marginal de ma contribution propre doit être finalement assez limité. Je permets aussi de remercier ici les institutions qui me soutiennent actuellement, l'EHESS, dont je suis un fier maître de conférence, l'École d'économie de Paris, qui m'a permis de revenir en France et qui me soutient aujourd'hui dans ses travaux, et puis et finalement l'ensemble des institutions, y compris en Angleterre, qui ont permis à faire poursuivre mes travaux. Alors, comme c'est d'usage dans ce discours du lauréat, je vais essayer d'expliquer comment j'en suis venu à faire ce type de travaux. Alors, la première question qu'on me pose souvent, on me dit, vous avez travaillé sur les retraites, mais pourquoi les retraites? Vous êtes jeune. Moi, à votre âge, je n'y pensais pas du tout. Et en réalité, ce n'est pas vraiment que je pense à ma retraite. J'y pense pas du tout, pas plus que les générations précédentes. Mais ce qui m'a moins frappé en choisissant le sujet retraite, c'était l'ampleur du sujet. Quand mon directeur de thèse qui s'était concentré, Thomas Piketty, sur l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, c'est tout petit à côté des retraites. Les retraites, c'est 14 points de PIB, c'est un truc immense. Et donc je me disais, si on arrive simplement à mieux comprendre, mieux évaluer simplement cette immense part de dépenses publiques, qui est à la fois de la dépense publique, mais en même temps du prélèvement obligatoire. Ce n'est pas simplement de la microéconomie, c'est aussi de la macroéconomie. Ce n'est pas simplement comprendre à un moment T, ce sont les générations, c'est aussi l'histoire, parce que ces systèmes ont été mis en place il y a fort longtemps et ont été transmis de génération en génération. Donc c'est un sujet qui permet d'ouvrir énormément de portes, et c'est ça qui m'avait mené à choisir les retraites comme un sujet. Alors, quand j'ai fait ma thèse, je l'ai fait de façon très... dans l'approche positive qui est l'approche souvent préférée des économistes, essayer d'évaluer l'impact de différentes mesures de réforme des retraites sur l'offre de travail, sur l'épargne, sur les inégalités. Et d'une certaine façon, sans vraiment penser au débat public ou à une approche plus normative, quel serait le choix, le meilleur système de retraite au vu des conditions qu'on peut avoir. Et
là, il faut rendre... c'est un soir, lorsque j'étais parti travailler donc, à Londres, dans un centre de recherche à l'IFS, j'ai reçu un coup de téléphone de mon ancien directeur de thèse, Thomas Piketty, qui m'a dit « Mais Antoine, pense à ton pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les retraites en France ?» Et je dois avouer que jusqu'à ce coup de téléphone, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. J'étais là pour évaluer, regarder, mesurer l'impact de ces différentes réformes, en donner finalement un substrat statistique, économique de leurs différents impacts. Et se poser la question normative de dire quel serait le bon système, comment penser cette architecture optimale au vu de notre histoire, au vu de la situation actuelle et au vu des objectifs qui peuvent être variés du système de retraite, c'est quelque chose qui, du coup, s'est illuminé et qui m'a mené à réfléchir donc à la question des comptes notionnels mis en Suède. Là, cette relation, ce lien des comptes notionnels, ce qui m'a fasciné, c'était le lien entre la production, donc l'article que vous connaissez tous de Samuelson en 58 sur un exact consumption loan model, qui montre que le système par répartition a un rendement. Ce rendement, c'est la croissance de l'économie, mais que donc, si on comprend ça, ça veut dire qu'en fait, on peut comprendre quel est l'équilibre de long terme d'un système de retraite en répartition. Et que donc, si on a compris ça, on voit quelles sont en fait les contraintes. Dans quelles contraintes évoluons-nous? Et contrairement à ce que parfois est dit ou avancé, essayer de penser une réforme du système de retraite, ce n'est pas essayer de dire voici la parole des économistes et voici l'optimalité sans aucun débat politique ou débat démocratique. Bien au contraire, c'est d'identifier quelles sont les contraintes réelles dans lesquelles nous évoluons et dans lesquelles les choix démocratiques doivent être faits. Et c'est dans ce cadre-là qu'il me semblait que réfléchir sur cette proposition de meilleure architecture, en voir tous les enjeux et toutes les possibilités, a été pour moi quelque chose d'assez passionnant à faire, de sortir de mon rôle simplement d'économiste universitaire pour aller parler devant des syndicalistes, des assemblées, au Forum Retraite à Bordeaux, à la Caisse des dépôts, à la radio, à la télé, et essayer d'arriver à expliquer ce qui nous semblait essentiel dans la bonne prise en compte de ces contraintes économiques pour faire en sorte de favoriser le débat démocratique. Alors l'autre partie sur laquelle j'aimerais insister, et je remercie Monsieur le Gouverneur d'avoir mis en avant cette innovation, cette construction d'un institut des politiques publiques, c'est lorsque j'étais à Londres, à l'IFS, à l'Institute for Fiscal Studies, j'étais frappé par l'impact qu'avait ce centre de recherche sur le débat public britannique. De voir que le lendemain d'un budget, la plupart des journaux, du Financial Times au Guardian, un ensemble, discutaient finalement quelles étaient les analyses, l'impact redistributif, dans quelle mesure les mesures fiscales ou d'autres mesures pouvaient avoir différentes façons, dans quelle mesure finalement l'analyse économique nourrissait le débat public. Et tous les jours où je participais avec mes collègues britanniques à ce travail-là, je me disais quand même, si un pays pouvait bénéficier d'un tel lien entre la recherche universitaire et le débat public, c'est bien en France. On est en fait assez férus de débats politiques. On aime ça. Et ce qui nous manque, d'une certaine façon, c'est d'arriver à faire ce lien fort entre une expertise qui, en fait, plus largement au-delà de l'économie, des sciences sociales, qui permettent d'illuminer et de rendre sa vivacité au débat démocratique et d'une certaine façon de faciliter ce débat démocratique. Donc le projet de l'Institut des politiques publiques, qui est porté par le CREST et l'école de Paris, c'est d'arriver à faire ça. C'est d'arriver à faire en sorte que des travaux de recherche universitaires de grande qualité parviennent à diffuser dans le débat public afin d'éclairer les choix démocratiques, faire en sorte que l'évaluation rigoureuse des politiques publiques puisse amener finalement à un meilleur débat démocratique. La recherche universitaire au service du débat démocratique, c'est ça qui est finalement notre ambition. C'est une ambition qui est très largement partagée et soutenue par de nombreuses institutions, dont beaucoup ici sont représentés. Et d'une certaine façon, c'est ça dont je suis le plus fier, d'essayer de porter d'une façon un petit peu une start-up de la recherche pour arriver à animer le débat démocratique. Et c'est pour cela, je vous remercie beaucoup de m'avoir distingué dans ce prix. J'aimerais finir par dire que je suis un enseignant-chercheur heureux, un économiste heureux et fier de l'être, et je crois que ça fait partie, c'est l'enthousiasme qui aussi permet de faire de grandes choses. Je vous remercie beaucoup. Bien, bonjour. On va terminer cette session avec un très court débat avec les nominés.
Donc j'appelle à me rejoindre Isabelle Méjean, Nicolas Baumard et Thomas Chanet. Voilà. Alors, très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur finalement ce qui vous anime. On a eu une belle leçon là, avec Antoine Bozio sur où peut mener l'enthousiasme et son rôle finalement dans le débat démocratique, si on fait un raccourci. Et je pense que vous portez aussi ce même enthousiasme et cette même ambition. Alors, je commencerai par Isabelle Méjean. Donc, vous êtes professeur à l'école polytechnique et, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste du commerce international. Alors, vous vous intéressez aux entreprises. Ce sont des réflexions qui sont très concrètes et vraiment qui touchent au terrain et au comportement des entreprises en matière d'exportation. Alors on sait évidemment que le commerce extérieur, c'est un des points noirs de l'économie française. Alors, de façon assez succincte et simple, qu'est-ce que nous apprennent vos recherches sur les raisons, finalement, de ce décrochage constant depuis presque une vingtaine d'années? Allez, vous avez 2 minutes. Ouais, je ne suis pas sûre que je vais... C'est le petit oral, non, ça va. Non, moi, la manière dont mes travaux s'intéressent plus spécifiquement à des questions liées à l'hétérogénéité dans la manière dont les entreprises participent aux marchés internationaux. Donc, des choses qui sont assez connues, c'est que exporter, c'est difficile et les grandes entreprises ont beaucoup plus tendance à exporter que les plus petites entreprises. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre cette hétérogénéité et puis aussi de comprendre quel impact ça a sur l'équilibre macroéconomique. Donc, sur des questions liées à la croissance économique et aussi à la volatilité, aux fluctuations. Donc, plus spécifiquement, sur la manière dont la structure, l'organisation du tissu économique français peut être une source soit de volatilité, donc une source d'augmentation des fluctuations macroéconomiques, ou au contraire une source de résilience à des chocs. Et en particulier, l'organisation des entreprises en réseau, la manière dont les entreprises sont liées les unes par rapport aux autres, est une caractéristique qui m'intéresse particulièrement, notamment parce que ça peut être une source de volatilité supplémentaire du fait des phénomènes de propagation dans ces réseaux d'entreprises. Je ne suis pas très sûre que j'ai répondu à votre question. Oui, alors juste quand même pour donner une petite piste de réponse à ma question, vous avez étudié aussi le positionnement des entreprises entre le moyen de gamme, l'haut de gamme, etc. Et vous arrivez finalement à démontrer que un des problèmes en France, c'est ce positionnement qui est trop moyen de gamme? Qui est trop moyenne de gamme, qui est très hétérogène, avec des entreprises qui sont très performantes sur les marchés internationaux, notamment parce qu'elles ont des biens, qu'elles exportent des biens qui sont considérés comme étant très qualitatifs ou à fort contenu technologique. On pense à l'industrie du luxe, par exemple. L'industrie du luxe, effectivement, par exemple. Mais c'est vrai aussi dans de nombreuses industries. Ce n'est pas simplement une question de secteur. Même à l'intérieur des secteurs, on observe des entreprises qui ont beaucoup de difficultés, qui sont très fortement affectées par la concurrence de pays, par exemple, émergents, et d'autres entreprises qui résistent mieux, notamment grâce à des biens qui sont produits avec un contenu technologique ou qualitatif qui est plus important. Et qu'est-ce que vous en avez déduit aussi sur finalement le positionnement, enfin en tout cas l'opposition qu'on fait parfois entre les grandes entreprises et les petites entreprises sur le plan de l'exportation? Est-ce qu'il y a un problème spécifique des petites entreprises?
Voilà, donc c'était à ça que je faisais référence tout à l'heure. Donc effectivement, on voit très bien dans les données françaises et dans les données de nombreux pays cette hétérogénéité entre des petites entreprises qui n'arrivent pas à exporter et les grandes qui ont moins de difficultés. Donc sur ce sujet particulier, il y a deux réponses que je voudrais faire. Donc il y a une partie de mes recherches qui s'intéresse à la raison pour laquelle les petites entreprises ont des difficultés d'accès aux marchés internationaux, et en particulier au rôle ce qu'on appelle les frictions informationnelles, c'est-à-dire simplement la difficulté pour les entreprises d'identifier quels sont les clients potentiels à l'étranger, donc qui est une source de difficultés d'accès aux marchés internationaux. Et puis le deuxième élément qui m'intéresse, c'est aussi la manière dont les liens entre entreprises peuvent être aussi une source d'exportation indirecte. Une entreprise peut ne pas être capable d'exporter sur les marchés internationaux, mais quand elle interagit avec une grande entreprise qui elle-même a accès aux marchés internationaux, elle exporte de manière indirecte. Donc ce n'est pas forcément un problème, disons. Il y a plusieurs manières de servir les marchés internationaux, et interagir avec des entreprises qui exportent est aussi une manière d'exporter indirectement. Autrement dit, l'exportation, c'est aussi une affaire de réseau. Et plus on est inséré dans un réseau d'information, et ben plus on a de chance. Alors Thomas Chanet, on va rebondir là-dessus parce que c'est aussi un petit peu un domaine que vous connaissez bien. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes passé par le MIT, vous étiez professeur à Chicago, enfin vous avez une grande carrière déjà internationale. Et puis vous vous êtes intéressé également à cet aspect de ce qu'on appelle les réseaux informationnels, enfin les échanges d'informations. Dites-nous-en un petit peu plus sur le sujet. Bon, bonjour. Donc moi, ce à quoi vous faites allusion, c'est des travaux que j'ai faits sur très proches de ce sur quoi travaille Isabelle, c'est-à-dire de comprendre les liens entre les liens de acheteurs-vendeurs entre firmes. Certaines sont des firmes qui sont de part et d'autre de frontières nationales, donc ça, le commerce international est une des étapes qui est franchie par les entreprises quand elles acquièrent des nouveaux consommateurs ou si elles acquièrent des nouveaux fournisseurs. Et ce que j'ai essayé de mettre en lumière, c'est à quel point l'acquisition d'informations sur des marchés potentiels. Ces marchés potentiels, ça peut être dans la Creuse en France, ça peut être au Japon. En soi, il n'y a pas de différence fondamentale entre accéder à un marché proche ou lointain, mais comment la structure de réseau, de lien entre firmes, permet à l'information sur des clients potentiels de se diffuser et de finir par toucher les firmes. Alors, voilà. Ça, ce sont des recherches évidemment qui sont très concrètes, qui sont très proches de celles d'Isabelle. Et puis alors, on va faire un zoom arrière terrible dans le temps, parce que vous avez décidé aussi finalement de faire des recherches qui ont un lien avec l'histoire. Alors là, on a beaucoup parlé de politique, on a dit qu'il fallait être ancré dans le présent, on est ancré dans le présent, mais aussi parfois faire un grand bond en arrière, si j'ose dire. Ça peut permettre aussi d'éclairer un certain nombre de choses. Et vous vous êtes intéressé à la Mésopotamie d'il y a 5000 ans. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors c'est pas la Mésopotamie, c'est l'Assyrie, c'est le nord de la Mésopotamie, ça correspond à la Turquie actuelle. Donc effectivement, depuis quelques mois, je dévoue toute mon attention et mes efforts à l'étude des flux commerciaux il y a 4000 ans. Donc en collaboration avec un collègue historien et d'autres économistes, on étudie des lettres datant d'il y a 4000 ans, échangés entre marchands assyriens, qui nous permettent, ces lettres, de reconstruire les flux commerciaux entre villes d'Assyrie, pendant la période de l'Assyrie ancienne. Donc c'est le XXe siècle avant Jésus-Christ. Et les lettres, ce sont des tablettes d'argile, faut le dire. Donc ces lettres, c'est des tablettes d'argile, effectivement, beaucoup d'entre elles sont au Louvre, pas très loin d'ici. Et quelque chose de très frappant, c'est que premièrement, la structure géographique du commerce il y a 4000 ans est extrêmement similaire à la structure géographique du commerce international en 2017. Donc on retrouve une espèce de lame de fond sur la structure géographique du commerce. Et donc un des points assez excitants de notre recherche, c'est que on utilise, donc d'abord on documente le fait qu'il y a effectivement cette stabilité de la structure géographique du commerce. C'est nouveau, on ne le savait pas, c'est la première fois qu'on étudie du commerce aussi ancien. Enfin pour moi c'était nouveau, c'est une découverte. Et quelque chose d'excitant, c'est que ça nous permet, en utilisant cette structure du commerce, ça nous permet de retrouver, enfin,
on n'a pas encore commencé à creuser, mais de retrouver des cités antiques qui ont disparu, dont on sait qu'elles ont existé, mais on ne sait pas où elles sont. Et en utilisant justement la structure du commerce entre villes, y compris des villes dont on connaît l'existence et des villes qu'on a perdues, ça nous permet d'espérer retrouver la trace de ces cités perdues. Ce qui est ensuite le travail. Donc la macroéconomie au service de l'archéologie, ça c'est quand même assez inédit. Hein. Voilà. Expliquez-nous le lien. Il y a un lien presque mathématique qui est ce qu'on appelle l'équation de gravité. Voilà, donc cette structure, l'économie est, par rapport à d'autres sciences, peut-être plus pauvre en régularité empirique très forte. Il y en a une, il y en a quelques-unes, mais il y en a une en tout cas, c'est justement la structure géographique du commerce qu'on appelle l'équation de gravité, qui permet de décrire les flux commerciaux entre pays en fonction de la masse de ces pays. La masse en économie, c'est pas en kilos, on compte ça en termes d'unités de PIB, disons, et la distance qui sépare les pays. Hein. Et donc cette structure mathématique, qui est tout simplement une manière de résumer l'information sur tous les liens bilatéraux entre tous les pays du monde, nous permet, vu que la distance compte pour expliquer les flux commerciaux, et ben, en utilisant le commerce, on peut deviner la distance. Une fois qu'on connaît la distance, on peut commencer à réfléchir sur où creuser pour découvrir des cités perdues. Et en l'occurrence, je travaille aussi, enfin, dans le cadre de ces recherches, j'utilise la théorie des réseaux pour étudier les réseaux, non pas cette fois-ci entre firmes qui vendent l'une à l'autre, importateurs, exportateurs ou fournisseurs clients à l'intérieur d'un pays, comme ce dont a parlé Isabelle, mais cette fois-ci des réseaux de marchands qui font des alliances commerciales ou des alliances financières. Dans ces lettres datant d'il y a 4000 ans, j'ai des listes de noms de marchands et je peux savoir qui est en partenariat avec qui. L'espoir étant ensuite justement d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un marchand, il y a 4000 ans, peut avoir une carrière, il peut avoir un succès dans sa carrière de marchand, et ce qui lui permet de pénétrer des marchés plus distants, c'est-à-dire à des centaines ou des milliers de kilomètres. À Dodane, c'est beaucoup, ce sont des grandes distances. Et donc cette dimension de réseau social entre les marchands, ces marchands assyriens, semble déterminante pour expliquer le succès de cette civilisation relativement brève. Voilà, alors 150 ans d'un essor et d'une prospérité absolument formidable, et puis qui s'est éteinte, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a un soupçon. Oui, alors là on rentre au niveau conjectural, parce que le problème c'est qu'on rentre dans la fin de cette période de commerce très florissant dans cette partie du monde antique correspond à un moment de noir dans l'histoire, donc il n'y a plus de données, donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais une conjecture qui semble plausible, c'est que cet essor commercial a généré une immense accumulation de richesses de certains marchands, donc il y a une espèce d'explosion des inégalités, au sens où on a des marchands qui sont vraiment immensément riches, et quand cette deuxième génération de marchands qui est immensément riche meurt, juste de leur vieillage, comme ça arrive aux humains, pour résoudre tous les contrats financiers très complexes qu'ils avaient avec tout un portefeuille de partenaires commerciaux et financiers, c'est avéré très compliqué. Il y avait des telles sommes en jeu que on a quelques évidences pour la fin de cette période que leurs descendants et leurs créanciers commencent à lever des armées pour essayer de récupérer cet argent, et s'ensuit le début d'une crise politique, et après c'est le noir total pendant quelques centaines d'années. Du commerce extérieur à la guerre. Bon, et alors pour partir sur une note plus optimiste, mais toujours dans finalement un champ qui lui aussi va emprunter à d'autres disciplines. Nicolas Baumard, vous êtes professeur à l'École normale supérieure. Vous êtes passé par la biologie, par la psychologie, que maintenant on appelle sciences cognitives. Et en quoi, finalement, cette étude des comportements individuels, comment ils influencent les décisions économiques, pourquoi est-ce particulièrement essentiel d'étudier ça aujourd'hui ? Oui, donc je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Hervé Lorenzi au départ, en disant que je pense que je dois d'être ici en partie au fait que l'économie est une science ouverte, et ça, ma présence ici est une preuve de l'ouverture de l'économie. Effectivement, il y a aujourd'hui une convergence inédite qui
qui a débuté il y a une dizaine d'années, qui est vraiment nouvelle entre, d'une part, l'économie et les sciences du comportement, la psychologie, les neurosciences, la biologie évolutionnaire. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et il y a cette convergence parce qu'effectivement, je pense que l'économie a besoin des sciences du comportement, parce que les économistes sont très bons à optimiser des comportements, optimiser des préférences, mais moins à savoir d'où viennent ces préférences. Et les gens ont énormément de préférences pour l'argent, pour le succès, pour la carrière de leurs enfants, pour les inégalités. Mais il faut mieux comprendre ces préférences. Moi, je me suis intéressé aux préférences morales, qui est quelque chose d'assez mystérieux. On est tous au courant qu'on est des individus moraux, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on est des individus moraux? Est-ce que ça veut dire qu'on est juste généreux, un petit peu altruiste, un petit peu égoïste, etc. Il fallait aller plus loin, et il y a des théories aujourd'hui en sciences du comportement qui s'appuient notamment sur la biologie évolutionnaire, qui essayent de creuser, de comprendre la logique des comportements moraux. Notamment, il y a la théorie de l'équité qui fait de nous des coopérateurs conditionnels. C'est l'idée que la coopération, c'est une stratégie de vie, c'est une stratégie très importante pour une espèce comme nous, qui est une espèce coopérative. Les humains, à la différence de tous les grands primates, sont une espèce fondamentalement coopérative. Et dans cet environnement, il est crucial d'être équitable. Ce que ça veut dire concrètement, il y a énormément de modèles en biologie qui le montrent, c'est que si on est trop égoïste, et qu'on prend une grande part des ressources de la coopération, des bénéfices de la coopération pour nous, alors les autres partenaires vont préférer collaborer avec d'autres personnes. Mais à l'inverse, si on est trop généreux, si vraiment on a envie d'attirer énormément de monde, on va se faire exploiter. Et donc il y a un équilibre qui apparaît dans les modèles évolutionnaires, où la meilleure stratégie, c'est celle qu'ont mis en avant depuis très longtemps, depuis le 18e siècle, les philosophes du contrat social. C'est une stratégie qui repose sur l'équité. Et tout ça, ça a l'air assez abstrait, on peut se dire c'est des modèles évolutionnaires, c'est des constructions philosophiques, mais en fait c'est au cœur du contrat social aujourd'hui. Tout le débat qu'on a eu pendant la présidentielle sur la flexicurité, la libéralisation, repose sur le fait que les gens utilisent leur jugement moraux, leur jugement d'équité pour juger les politiques publiques. Ils se demandent, est-ce que c'est équitable? Est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que je vais donner plus que les autres? Est-ce que je vais recevoir plus que les autres? Et une dimension cruciale de l'économie politique, c'est d'une part de mettre en place des politiques qui marchent, d'autre part de mettre en place des politiques qui sont équitables, et d'autre part de montrer aux gens que ces politiques sont effectivement équitables. Et là, on est dans un véritable problème de psychologie, c'est la perception des politiques publiques par les individus. Et pour comprendre pourquoi les individus ne comprennent pas les politiques publiques ou les jugent de manière inéquitable, il faut comprendre la logique de cette équité, et donc comment fonctionnent les préférences morales. Et donc, finalement, ce que vous opposez, c'est la confiance à la défiance. Et à certains moments, on est dans des périodes de confiance, et à ce moment-là, on regarde vers l'avenir, on fait de l'innovation. C'est ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, avec le début de la révolution industrielle. Tout d'un coup, les portes s'ouvrent, et à ce moment-là, on regarde au loin. Et puis la défiance, c'est plutôt le court terme. Alors comment ça s'explique, ces passages de moments de confiance et de projection dans l'avenir, et puis ces moments de repli? Oui, effectivement, il y a une partie de mon travail qui s'est intéressée à la mécanique universelle des intuitions d'équité, et une autre partie de mon travail qui s'intéresse à la variabilité du comportement. Effectivement, il y a des périodes où les gens sont confiants, d'autres ils sont méfiants. Il y a des périodes où les gens sont innovants, et d'autres où ils sont beaucoup moins innovants. Et donc, encore une fois, Jean-Hervé Lorenzi a parlé d'innovation, et je pense que c'est crucial aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une économie où les gens innovent, veulent créer plus, ou dans une économie où les gens sont très conservateurs, très rétifs à adopter des nouvelles technologies? Et là encore, les sciences du comportement peuvent aider à comprendre. Quand on parle d'innovation, on a tendance à penser aux institutions. Quelles institutions on peut créer pour favoriser les innovations? Comment on peut faciliter? On pense aux écoles, on pense aux réseaux sociaux, etc. Il y a aussi quelque chose qui vient des sciences du comportement, c'est l'impact de l'environnement sur les préférences. Et il y a énormément de travaux en sciences du comportement, en psychologie, en neurosciences, qui montrent que quand les gens vivent dans un environnement où les ressources sont plus stables et les ressources sont plus élevées, à ce moment-là, ils adoptent une psychologie beaucoup plus long-termiste. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à prendre des risques qui vont payer seulement à long terme. Et il y a des travaux qui montrent qu'effectivement, si on veut que les gens soient innovants, il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans leurs ressources. Et ça, c'est un changement de mentalité qui se passe de manière complètement inconsciente, dont on n'est pas du tout conscient, et qui fait qu'à certains moments dans l'histoire, l'innovation va surgir. Et c'est effectivement, je travaille en ce moment sur les origines de la révolution industrielle. Il y a énormément de travaux qui ont essayé de tester des questions d'institutions, en mettant en avant les institutions anglaises, qui finalement apparaissent pas si spéciales que ça, ou pas si moteurs que ça. Et il y a d'autres travaux qui montrent aujourd'hui que
l'Angleterre a connu une phase de prospérité au XVIIe ou au XVIIIe qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire humaine. L'Angleterre était effectivement très très riche au début du XVIIIe siècle, et ça a pu créer une nouvelle culture de l'innovation qui a lancé la révolution industrielle. Et on comprend mieux ça si on se base sur des travaux de sciences du comportement qui ont étudié des individus aujourd'hui, qui montrent que changer l'environnement des gens, ça change automatiquement et d'une manière assez prévisible leur mentalité. La prospérité donne confiance dans l'avenir. Et effectivement, il y a un pattern. Non seulement on innove, et également on fait confiance. Et pourquoi ? Parce que dans les deux cas, c'est un risque qu'on prend qui va payer dans l'avenir. On prend le risque d'innover alors que ça ne va rien donner. On prend le risque de faire confiance alors que peut-être on va se faire avoir dans le futur et on ne va pas obtenir les bénéfices de notre coopération. Et pour prendre ces risques-là, il faut être assuré d'avoir assez de ressources et d'avoir confiance dans la stabilité de ces ressources. Et donc, encore une fois, ce que ça montre, c'est que l'environnement est crucial pour convaincre les gens de faire confiance au système politique, mais aussi pour les convaincre d'innover. Bon, eh ben c'est sur cette leçon très politique qui rejoint nos préoccupations actuelles qu'on se termine cette session. Merci à tous. Bien, écoutez, petit 1, je parle au nom des membres du cercle, mais on est vraiment très fiers. Hein. Je vais vous dire, alors vous me direz, chaque année on dit la même chose, mais cette année c'est peut-être encore plus vrai de ce que vous avez dit, c'est formidable. Deuxième sujet, vous avez beaucoup employé le mot de prospérité. Vous imaginez à quel point ça nous fait plaisir, puisque le thème d'Aix de cette année, ce sera à la recherche de nouvelles formes de prospérité, avec la richesse de ce mot qui est quand même très multiforme et qui permet de couvrir beaucoup de domaines. Troisième remarque, c'est beaucoup de chance que vous soyez très bon, parce qu'il y a vraiment du boulot, ce que je vous ai dit en début de séance. Je pense que rarement nous avons eu autant besoin peut-être de comprendre le monde tel qu'il est, peut-être d'essayer de profiter de ce renouveau, ce rebondi auquel nous assistons aujourd'hui. Et puis quatrième chose, vous êtes tellement formidable qu'on va aller fêter tout ça.